parce que c'est un parcours où il y a du fondamental. Donc vous allez avoir de la biologie moléculaire de la cellule, c'est-à-dire de la biologie cellulaire approfondie. Vous allez avoir de la biochimie, vous allez avoir de la microbiologie, et je crois de la biodiversité. C'est ça. Donc un complément des modules que vous avez déjà vus durant les semestres S1, S2, S3, S4 et S5. C'est un module intéressant, c'est un module de base. Vous allez voir que c'est un module qui traite l'ensemble des molécules constitutives de notre organisme, pas uniquement le matériel génétique de la cellule, mais toutes les molécules. C'est un module pratiquement obligatoire pour l'ensemble des enseignements de biologie. Et c'est un module qui nécessite plutôt la compréhension. Donc on ne va pas vous demander d'apprendre par cœur le cours, mais à chaque fois d'essayer de comprendre. Durant les premières séances, il y aura quelques rappels. Des rappels que vous connaissez déjà. D'accord? Nous allons parler des cellules. Nous allons ensuite parler de la méthodologie qui permet l'étude de la cellule. Et par la suite, nous allons passer aux détails. D'accord? Donc, dans un premier temps, lors des premières séances, ce sont des rappels des cours que vous avez déjà vus, essentiellement en S1, en biologie cellulaire. D'accord? Mais ça va être plus ou moins approfondi. Il n'y aura pas de polycope. Par contre, à la fin du cours, je vous donnerai les diapositives. Les diapositives, ça représente le cours. C'est l'essentiel. D'accord? Il y aura quelques notes qui seront notées d'ailleurs au niveau du tableau que vous allez prendre parallèlement aux diapositives. D'accord? Donc, il n'y aura pas de polycope. Votre polycope, ce sont les diapositives que je vais vous donner à fur et à mesure du cours. Donc, c'est pour cette raison, je vous demande de définir un coordonnateur de la section avec qui je vais communiquer ou bien à qui je vais communiquer les diapositives. D'accord? Et puis les renseignements utiles qui peuvent vous aider. Fermez la porte. Le dernier ferme la porte. شكرا بعدين هي أنا بشكول يبقى يعطيه ريبور Dépêchez-vous.
Fermez la porte, mademoiselle. Nous allons donc commencer par quelques notions de base. Vous savez que tous les organismes sont formés par des cellules. Que ce soit des organismes pluricellulaires, donc formés par un grand nombre de cellules spécialisées, ou bien des organismes unicellulaires, formés uniquement par une seule cellule. La cellule, c'est donc l'unité de vie. C'est l'unité structurelle et fonctionnelle de tous les organismes vivants. D'accord? Il y a une théorie que vous avez déjà vue en biologie cellulaire que vous avez appelée la théorie cellulaire qui vous dit que chaque organisme est formé par des cellules qui détiennent les caractéristiques de l'être vivant, les caractéristiques de la vie. Vous avez 3 caractéristiques de la vie. Lesquelles? La croissance, ça veut dire l'augmentation en volume, l'augmentation en masse, la multiplication ou bien la division, la multiplication en nombre, et puis la synthèse. Une cellule doit être capable de synthétiser partiellement ou bien totalement ses besoins. D'accord? On exclut les virus, ce ne sont pas des cellules, ce sont des entités non cellulaires. Pourquoi? Parce qu'un virus à l'état isolé, il n'est pas capable de synthétiser ses besoins. Il faudrait qu'il infecte une cellule hôte, qu'il parasite une cellule hôte pour qu'il puisse utiliser sa machinerie pour pouvoir synthétiser ses besoins. Donc ça, c'est la première chose. La cellule est l'unité fondamentale de tous les êtres vivants. Deuxième chose, on est formé par des molécules. On est formé par des molécules. Les molécules s'associent entre elles. Rappelez-vous l'auto-assemblage. L'auto-assemblage, ça veut dire l'assemblage spontané des molécules organiques pour former une structure qu'on appelle une structure supramoléculaire. Donc les molécules, d'abord les monomères, se polymérisent pour former les polymères. Et les polymères, fermez la porte, fermez la porte. Donc, on est formé par des molécules. Les molécules se polymérisent. Si vous prenez par exemple le glucide, vous avez les monomères, vous avez les oligosaccharides et vous avez les polysaccharides. Si vous prenez les protéines, vous avez les acides aminés, vous avez les peptides et vous avez les protéines. Donc, il y a d'abord une polymérisation des monomères pour donner des molécules, des macromolécules, des grosses molécules. Et ces macromolécules sont capables de s'associer entre elles pour donner plus que la molécule, ce qu'on appelle une structure supramoléculaire. Par exemple, comme structure supramoléculaire, vous avez les membranes biologiques. Les membranes biologiques, c'est une association de phospholipides et de protéines, plus des sucres qui s'associent sur la face externe, par exemple la membrane plasmique. D'accord? Donc, les molécules donnent des structures supramoléculaires. Les structures supramoléculaires donnent des organites cellulaires. Les organites cellulaires constituent les cellules. Et dans le cas d'un organisme pluricellulaire, les cellules s'associent, les cellules de même type, s'associent pour former des tissus. Les tissus forment les organes forment les appareils, et puis les appareils constituent l'être complexe. Donc vous avez en fait plusieurs niveaux d'organisation. Le niveau le plus bas, ce sont les molécules. Et puis le niveau le plus complexe, c'est l'être vivant. Donc on va commencer par le niveau bas, et puis on va avancer. Donc je rappelle aux camarades, le cours
méthode, vous allez donc on décide. Donc là, biologie moléculaire de la cellule. On a dans un premier temps défini la cellule, par le mot cellules, qui sont des choses que vous savez, c'est l'unité de vie structurelle et fonctionnelle. Et puis vous rajoutez plusieurs micro-organismes. Nous avons dit le micro-organisme est représenté par les molécules. Par les molécules s'associent entre elles pour donner des structures supramoléculaire. supramoléculaires. Et les structures supramoléculaires conduisent à la formation des organettes. Ce qui converge vers les organes, les appareils, et puis à être alors plusieurs fois, chaque organisme vivant est formé par des unités vitales, les cellules, eux-mêmes formés par des molécules qui s'organisent en structures plus complexes, qu'on appelle structures supramoléculaires. Eux-mêmes s'organisent en organiques qui conduisent aux organes, aux appareils. Et on finit par avoir l'être Vivant. vivant. D'accord? Rappelez-vous, nous avons dit, dans un premier temps, nous allons aborder les méthodes d'étude des cellules. Les méthodes d'étude des cellules. D'accord? Quand on parle de méthode d'étude de cellules, il faudrait définir le niveau d'organisation. Qu'est-ce qu'il faudrait étudier? L'être vivant entier, les appareils, les organes cellulaires, les structures supramoléculaires, ou encore les molécules. D'accord? Donc là, j'ai oublié cellules. Ok? Là, vous avez cellules, organes, appareils, êtres vivants. On a oublié les cellules. C'est bon?
des méthodes d'études. On trouve des méthodes d'études. Exemple, vous notez exemple. Vous avez par exemple une technique chromatographique électrophorétique immunologie spectroscopie etc. D'accord. Pour chaque niveau d'organisation, nous avons des méthodes adaptées à l'étude de ce niveau-là. D'accord. Exemple, pour les molécules. Vous avez déjà vu une technique chromatographique, l'électrophorèse, l'électrophorétique, classique, l'électrophorèse capillaire, immunologique, alors il y a plusieurs méthodes immunologiques, spectroscopique, d'accord, ainsi de suite. Et pour les cellules, on verra qu'il y a un microscope électronique, microscope à fond noir, microscope à phase, polarisant, à fluorescence, etc. Pour chaque niveau d'organisation, il faudrait utiliser la méthode adaptée. La méthode adaptée. Biologie moléculaire de la cellule. Nous avons dit, c'est normal qu'il faudrait éliminer de la cellule, c'est normal qu'il faudrait arriver quelques techniques d'étude de la cellule, n'est-ce pas? Et puis, après, il faudrait passer aux molécules constitutives des cellules. C'est ça l'essentiel. Approfondir un petit peu cette biologie cellulaire. Donc, on parle de la cellule. D'accord. Les cellules, quand je dis origine, je ne veux pas regarder l'évolution. De point de vue méthodologique, comment je peux disposer de cellules? Quelle serait ma source en cellules? D'accord? Ce n'est pas l'évolution qui m'intéresse. Maintenant, je vais aborder une étude de cellules. Alors, comment je peux avoir ces cellules? Ben, généralement, il faut passer par la culture cellulaire. Si je cherche à étudier les constituants de la cellule ou bien la cellule, il faudrait d'abord que je dispose des cellules, donc une culture cellulaire, des cellules homogènes, une population homogène, d'accord? Une population identique et suffisamment de cellules. Donc là, il y a deux catégories. Vous avez soit les prokaryotes, soit les eucaryotes. Vous avez fait un peu de microbiologie. Vous avez vu comment on réalise des cultures en microbiologie, n'est-ce pas? Donc pour les prokaryotes, c'est pas difficile. On sait que la cellule prokaryotique, pour la plupart, ce sont des cellules qui ne sont pas très exigeantes. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on les trouve pas, les micro-organismes. Même dans l'air, il est riche en micro-organismes. Donc même s'il y a très peu d'éléments nutritifs nécessaires à la croissance, il y aura une application du bactérie. Par contre, c'est beaucoup plus difficile d'obtenir les cellules des
Donc, utilisation. Des milieux. Donc, je ne vais pas revenir sur l'agriculture. Qu'est-ce qu'il doit contenir l'agriculture? شوية ميناء Quel type d'éléments? أوليكو Prenons le cas par exemple le plus simple, des procaryons. On vous a dit sucre une source du carbone. Une source du carbone d'abord. Une source du carbone, c'est généralement sucre sucre du sucre. Après, on va poser un rapport à la carrière. Une source du carbone, parce que la molécule a besoin de carbone, quand on va synthétiser, on aura besoin de carbone. Une source d'azote, n'est-ce pas? Du phosphore, des substances minérales, une source d'énergie. Et puis il faut respecter les conditions physico-chimiques de croissance. C'est-à-dire que la température va être optimale, le pH doit être optimal, la pression osmotique doit être optimale. Donc de bonnes conditions physico-chimiques et puis tous les éléments nécessaires à la croissance et à la multiplication des cellules. Tout ça, c'est bon pour les bactéries, mais ce n'est pas bon pour les cellules eucaryotiques. Pour les cellules eucaryotiques, il faudrait mettre d'autres substances additionnelles. Il faudrait mettre, par exemple, une substance qui stimule la multiplication. On fait appel à l'insuline. Puisqu'il s'agit d'organismes pluricellulaires, il faudrait mettre des molécules qui permettent l'adhésion entre les cellules, en voie des tissus. Il faut mettre, par exemple, du collagène, du protéine, la fibronectine. Il faudrait éviter les contaminations. Il ne faut pas qu'il y ait une contamination bactérienne. Donc il faudrait additionner peut-être des antibiotiques. D'accord? L'antibiotique va éviter la contamination de votre culture. D'accord? Donc il y a d'autres facteurs supplémentaires qu'il faudrait ajouter pour notre culture quand il s'agit de ces deux cultures, de ces deux eucaryotiques. Donc on ne vous demande pas, vous allez voir ça peut-être dans un autre module plus tard, mais sachez qu'on a des cultures. Ce n'est pas exactement la même chose pour les prokaryotes que pour les eucaryotes. Pour les eucaryotes, les mini-cultures sont beaucoup plus complexes que dans le cas des cellules prokaryotiques. Donc ça, je vais vous dire, vos décider. Les mini-cultures utilisées pour les eucaryotes, sont plus complexes, que ceux utilisés pour les prokaryotes. Ils sont plus complexes que ceux utilisés pour les prokaryotes. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a de plus, nous avons dit? Qu'est-ce qu'on dit de plus? Antibiotiques. On trouve plus de substances qui stimulent la croissance. D'accord? On met des substances qui stimulent la croissance. On met des facteurs de croissance. Voilà. On met des substances qui permettent l'adhésion entre les cellules. On rajoute parfois des antibiotiques. Et ce n'est pas le cas des mini-cultures pour les prokaryotes. Comment se multiplient les cellules? Si vous prenez par exemple le cas des bactéries, comment ils se multiplient les bactéries? Donc quel type de milieu? Pas le mode de division, je ne parle pas du mode de division, c'est la scission. Mais vous utilisez des types de mini-cultures pour les cellules bactériennes. Alors, c'est vrai, ma question n'était pas très précise. Globalement,
Je ne parle pas de différents types de milieux de culture. J'ai entendu synthétique. Il y a synthétique, il y a complexe, il y a sélectif. Mais ce n'est pas ça. Moi, je parle de point de vue consistance. De point de vue consistance. Vous avez deux types. Milieu liquide et milieu solide. La solidification fait appel à l'agar-agar, au pied. Donc, un milieu liquide et un milieu solide. Comment se multiplient les bactéries dans un milieu liquide? Sous quelle forme? Vous allez avoir quoi dans un milieu liquide? Comment vous voyez ces bactéries dans un milieu liquide? Ils sont comment? C'est quelle forme? Ah, vous êtes vraiment des micro-organismes, hein? Supposons que vous avez des bactéries qui sont aérobies et vous les mettez dans un milieu de culture liquide. Où est-ce que vous allez les avoir? À la surface. Sous quelle forme? Sous forme d'un anneau, d'un voile. Supposons que vous êtes en présence d'une bactérie qui est facultative. Comment va-t-elle se développer? En suspension. Elle sera en suspension, dispersée, ou bien en suspension dans le milieu liquide. C'est comme des petites particules qui apparaissent dans votre milieu de culture. C'est ça. Culture en suspension. Donc dans un milieu liquide, vous allez avoir des cultures en suspension. D'accord? Mais si vous prenez un milieu solide, vous collez dans une boîte de pétri, sous forme de colonie, et puis si vous avez beaucoup de colonies, vous allez avoir quoi? Des nappes, ce qu'on appelle des tapis bactériens. Donc en fait, les cellules, quand on va les cultiver, on va faire deux types de cultures. Soit des cultures en suspension, soit des cultures en colonie, en nappe ou bien en tapis. Pour les bactéries, on préfère avoir des colonies séparées, isolées, pour pouvoir les repiquer, pour pouvoir les isoler par la suite. Par contre, pour les cellules eucaryotiques, ils se multiplient jusqu'à ce qu'ils entrent en contact l'une avec l'autre. Et là, la multiplication s'arrête. Donc pour les eucaryotes, on aura toujours des tapis de cellules. On aura toujours des tapis cellulaires. D'accord? Donc, quand on parle de culture, ou bien des types de culture, il faudrait séparer. Est-ce qu'il s'agit de cellules prokaryotiques ou bien est-ce qu'il s'agit de cellules eucaryotiques? Pour les prokaryotes, c'est donc en suspension et colonie. Et pour les eucaryotes, suspension et tapis cellulaire. D'accord? Donc, ça, je vais le noter. Si on cherche à étudier les cellules, il faut donc utiliser des cultures cellulaires. Il faut faire appel à des cultures qui sont plus ou moins complexes selon le type cellulaire, plus complexes dans le cas des eucaryotes. Et puis nous avons dit qu'on a deux types de cultures. De culture en suspension. Ou bien tapis. Donc deux types de cultures, soit une culture en suspension, les cellules seront en suspension, automatiquement, il s'agit d'un milieu liquide. D'accord? Soit des cellules sous forme de tapis, ça veut dire des cellules qui adhèrent les unes aux autres. Évidemment, c'est le cas des eucaryotes, ou bien des colonies bactériennes, donc c'est le cas des prokaryotes. Évidemment, vous avez compris que dans le cas de suspension, c'est un milieu liquide, et dans le cas des tapis
Solide. solide. Ça, on rajoute liquide, sous suspension, une culture solide pour colonie et tapis. C'est bon? Les bactéries se multiplient plus rapidement. Pas toutes les bactéries. Hein. Il y a des bactéries qui sont difficilement manipulables. Où la croissance est très lente. Même si vous essayez d'optimiser les conditions de croissance, la croissance reste très lente. Moi, j'ai travaillé avec des bactéries où la croissance nécessite une dizaine de jours. Plus c'est lent, plus il y a un risque. Un risque, par exemple, de contamination. Si c'est lent, ça veut dire la multiplication, il n'y a pas beaucoup de cellules. Si vous êtes contaminé, c'est le contaminant qui va dominer. Donc il faut faire attention, conserver c'est difficile. D'accord? Mais d'une manière générale, elle est beaucoup plus rapide que dans le cas des eucaryotes. Donc on fait multiplier les cellules. Par exemple, pour les Escherichia coli, si on veut maintenir des cellules actives, on fait un repiquage. Repiquage, c'est-à-dire qu'on va faire un prélèvement d'un premier tube vers un deuxième tube. Donc, il faut faire des repiquages successifs afin de conserver les souches. D'accord? Dans le cas des eucaryotes, c'est beaucoup plus complexe. Il y a plusieurs types de cultures. On parle de culture primaire, on parle de culture secondaire, et on parle de lignée cellulaire. Lignée cellulaire, culture secondaire et culture primaire. Quand on fait la première culture, ça veut dire à partir d'une source donnée. Par exemple, on va vous donner un tissu, et puis on va vous demander de réaliser la culture de ces cellules qui constituent ce tissu. La première chose, c'est de dissocier les cellules, de disperser les cellules. Donc il y a plusieurs moyens, il y a des moyens physiques, il y a des moyens enzymatiques, on fait appel par exemple à la trypsine, qui est une enzyme pancréatique, ce qui permet de séparer les cellules. Une fois qu'on sépare les cellules, si on place ces cellules dans un milieu de culture, ça va former ce qu'on appelle une culture primaire. La culture primaire, elle est issue à partir d'un tissu. C'est la première culture réalisée, culture primaire. Mais nous avons dit que les cellules vont se multiplier. Généralement, c'est sur le milieu solide. Et puis, ça va adhérer au milieu solide, ça va se propager de telle manière à former un tapis. Ça veut dire qu'elles vont adhérer les unes aux autres. Et la particularité des eucaryotes, c'est qu'elles disposent d'un moyen de régulation qu'on appelle l'inhibition par contact. Dès que les cellules se touchent, leur division s'arrête automatiquement. Inhibition par contact ou bien de contact. Les cellules, dès qu'elles adhèrent les unes aux autres, elles ne peuvent plus continuer leur division. Donc, elles arrêtent leur division. D'accord? Et ils vont finir par mourir, les cellules. Une fois qu'elles vont adhérer, elles ne peuvent plus se diviser, elles vont mourir. Donc, ce sont des cellules mortelles. Si on cherche à conserver ces cellules, il faudrait passer par le repiquage. Ça veut dire que dès qu'elles adhèrent, je prélève des cellules et je les remets dans un autre milieu de culture. Et là, je vais avoir ce qu'on appelle une culture secondaire. Donc la culture secondaire, elle est issue de la culture primaire. Et puis, dès qu'elles adhèrent, bien sûr, dès qu'elles adhèrent les unes aux autres, leur division va s'arrêter. Je vais réaliser une autre culture secondaire. C'est toujours secondaire. À partir d'une culture, c'est toujours une culture secondaire. Mais nous avons dit que ces cellules sont mortelles. Il y a des cellules qui sont immortelles. Ce sont les cellules tumoreuses. Ce sont les cellules cancéreuses. Les cellules cancéreuses, des tumeurs, ce sont des cellules qui se divisent d'une manière indéfinie. Donc ce sont des cellules, même lorsqu'elles adhèrent les unes aux autres, elles continuent à se multiplier. Ils ont perdu ce mécanisme de régulation, d'inhibition, par contact. Donc elles continuent à se multiplier et ils finissent par constituer ce qu'on appelle des lignées cellulaires. Donc une lignée cellulaire est formée par des cellules identiques
issu d'une cellule qui se divise d'une manière indéfinie. Issu d'une cellule qui se divise d'une manière indéfinie. Et quand on cherche à étudier des cellules, on cherche toujours à provoquer l'immortalité des cellules. C'est-à-dire on va essayer de faire muter les cellules de telle manière qu'elles aboutissent à la formation des lignées cellulaires. Donc on utilise des virus, on utilise des substances pour que l'inhibition de contact ne soit plus, pour qu'elles continuent à se diviser, pour pouvoir avoir suffisamment de cellules pour réaliser les études qui sont nécessaires et qui sont souhaitées. D'accord? Donc je répète. Disposer de cellules, c'est simple dans le cas des prokaryotes, il suffit de faire des repiquages. Par contre, dans le cas des eucaryotes, c'est beaucoup plus complexe. D'ailleurs, pour avoir suffisamment de cellules, il faut provoquer l'immortalité des cellules. Il faut réaliser ce qu'on appelle des lignées cellulaires. Ce n'est pas suffisant une culture primaire, ce n'est pas suffisant une culture secondaire, il faut disposer suffisamment de cellules. Donc, il faut rendre les cellules immortelles, il faut que les cellules se divisent d'une manière indéfinie, et donc il faut disposer d'une population homogène, d'accord, avec assez de cellules, et donc il faut avoir une lignée cellulaire. D'accord, donc on va essayer de montrer ça. Dans le cas des eucaryotes, on note 3 types de cultures. Dans le cas des eucaryotes, on note 3 types de cultures. Notez, on note, on note 3 types de cultures. Culture primaire. La culture primaire. C'est quoi la culture primaire, nous avons dit? Issu d'un tissu. D'accord. Elle se fait à partir des tissus. On ne va pas entrer dans le détail, vous avez compris, n'est-ce pas? Voilà. Culture secondaire. Elle est obtenue. Culture secondaire. Elle est obtenue par repiquage. Elle est obtenue par repiquage à partir de la culture primaire. Elle est obtenue par repiquage à partir de la culture primaire. C'est bon? Vous notez, dans les deux cas, 4 cultures primaires et 4 cultures secondaires, les cellules sont mortelles. Les cellules sont mortelles. Leur nombre de divisions est limité. Leur nombre de divisions est limité. Vous mettez entre parenthèses quelques dizaines. 40 fois, 50 fois, 60 fois, ça dépend des cellules. Quelques dizaines. D'accord? Le nombre de divisions est limité. Elles sont inhibées par contact. Et elles sont inhibées par contact. Dès qu'elles se touchent, la division s'arrête. La division s'arrête. Donc, non, c'est automatique. C'est automatique. Dès qu'il y a assez de cellules, ça s'arrête. D'accord. L'inverse est vrai. Si on veut éliminer ce mécanisme d'inhibition, là, il faut de la résistance. Il faut provoquer justement la multiplication
Donc, nous avons dit dans le cas des eucaryotes, on distingue la culture primaire, la culture secondaire, et puis lignée cellulaire. Quelles sont les caractéristiques des lignées cellulaires? Nous avons dit le nombre de divisions est non défini. Nous avons dit qu'il n'y a pas d'inhibition par contact. Et puis nous avons dit que c'est un moyen qui permet d'avoir suffisamment de cellules pour réaliser les études. D'accord? Vous allez noter ça. Donc, lignées cellulaires. Dans ce cas, les cellules sont immortelles. Les cellules sont immortelles. Leur division est illimitée. Leur division est illimitée. Et vous mettez entre parenthèses perte d'inhibition de contact. Entre parenthèses, perte d'inhibition de contact. Fermez la parenthèse. Les lignées cellulaires permettent, les lignées cellulaires permettent d'avoir une population de cellules homogène, une population de cellules homogènes et suffisante pour réaliser les études, D'accord? Donc, il faut provoquer la formation des lignées cellulaires. Là, vous allez faire appel à des virus, à des entités virales, c'est-à-dire à la solution chimique pour rendre des cellules immortelles qui vont perdre les inhibitions par contact et qui vont se multiplier d'une manière continue. D'accord? Voilà quelques notions de base. Vous avez au niveau de la diapositive un schéma. Donc là, vous n'avez rien à noter. Les deux grands types de cellules prokaryotes, un schéma bien sûr, et puis eucaryotes, cellules animales, à droite, cellules prokaryotiques bactériennes à gauche. D'accord? C'est un schéma qui vous rappelle que la cellule eucaryotique est plus complexe que la cellule prokaryotique, n'est-ce pas? C'est une cellule compartimentée. Vous savez quoi compartimentée? Quand il y a des compartiments. Et le compartiment, c'est quoi? C'est l'organisme cellulaire. Chaque compartiment est spécialisé pour accomplir des tâches précises. Bien sûr, on vous a dit qu'il y a quelques différences au niveau des cellules eucaryotiques. Il y a des organismes spécifiques, par exemple des cellules animales, d'autres qui sont spécifiques de la cellule végétale. Je vous rappelle les plaques, par exemple, la paroi, les centrioles dans le cas de la cellule animale, n'est-ce pas? Donc il y a quelques spécificités, quelques caractéristiques. C'est vrai aussi pour les prokaryotes, pour les bactéries. Pour les bactéries, distinguer ce qui est commun, les organismes communs, que l'on trouve d'une manière générale chez toutes les bactéries, et puis des organismes distinctifs que l'on trouve chez certains et qui sont absents chez d'autres. Par exemple, la paroi, pas la paroi, la capsule bactérienne. Par exemple, l'appareil de flagelle. Par exemple, les pili, les expansions, les petites expansions que l'on trouve autour de la cellule. Par exemple, l'équivalent des plastes. Il y a des bactéries qui sont photosynthétiques. Par exemple, le mésosome, une déformation de la membrane plasmique, l'équivalent de la mitochondrie chez les bactéries aérobies. Par exemple, les
petits ADN circulaires qui existent chez certains bactéries et qui sont absents chez d'autres bactéries. Donc, je vous rappelle avec ces 2 diapositives les 2 grands types de cellules, avec bien sûr ce qui est distinctif et ce qui est commun. Donc, il faudrait se rappeler un petit peu quels sont les caractères communs et quels sont les caractères distinctifs. Qu'est-ce qui est obligatoire et qu'est-ce qui est facultatif. D'accord? Qu'est-ce qui est obligatoire et qu'est-ce qui est facultatif. Donc, on n'avait rien à apprendre, n'est-ce pas? Donc là, ce sont des choses que vous savez. Même chose comme ça, c'est un schéma à savoir. Donc, on ne vous demande pas d'apprendre pas. Là, on vous rappelle un petit peu le volume, d'une manière générale, occupé par les différents compartiments de la cellule. Bien sûr, le cytosol vient en premier. Ensuite, les mitochondries. Mais attention, le nombre de la mitochondrie dépend de quoi en fait? Du taux? Voilà. Pas uniquement la réplication, pour les synthèses. Est-ce qu'il y a un besoin énergétique ou pas? D'accord? Est-ce qu'il y a un besoin énergétique ou pas? Et d'ailleurs, même au niveau de la cellule, là où il y a un besoin énergétique, vous allez avoir des mitochondries. Là où il y en a moins, il y aura moins de mitochondries. Mais ça occupe un volume assez important, pratiquement 1/5 du volume de la cellule. Vient ensuite le réticulum endoplasmique granuleux. Mais là aussi, ça dépend de la cellule. Est-ce que c'est une cellule trop spécialisée dans la synthèse des protéines? D'accord? Est-ce qu'il y a un besoin protéique important? Par exemple, la cellule pancréatique. Là, le réticulum endoplasmique est très développé. Mais d'une manière générale, le volume occupé par le réticulum est inférieur à celui qui est occupé par la mitochondrie. Vous avez ensuite le noyau de la cellule, d'accord? Donc la taille du noyau, elle est assez importante comparée au peroxysome. Peroxysome, c'est quoi le peroxysome? Tout est vésicule. Tous les organes sont des vésicules. Tout ce qui est entouré par une membrane, c'est une vésicule. Ah, moi, j'ai pas dit non. Peroxysome. Effectivement, il y a une relation avec les peroxydes. Il y a une relation avec peroxydase. Ça vous rappelle quelque chose, la peroxydase? L'enzyme qui décompose H2O2. C'est un petit vésicule, nous allons voir ça, qui existe à la fois chez la cellule animale et chez la cellule végétale, qui contient des enzymes d'oxydation. Qui réalise pas mal d'oxydation, même les oxydations des acides gras. Rappelez-vous, vous avez vu en biochimie la bêta-oxydation. Et on vous a dit que la bêta-oxydation se déroule dans la mitochondrie, n'est-ce pas? Oui. Mais attention, il y a une partie qui se déroule au niveau du peroxysome. Pour les acides gras qui sont longs, l'oxydation démarre d'abord dans le peroxysome. C'est après où il y aura l'oxydation au niveau de la mitochondrie. Lysosome, c'est l'appareil digestif de la cellule. D'accord? L'appareil digestif de la cellule. Il en a plusieurs types, nous allons voir ça. Et puis les endosomes, ce sont des vacuoles d'endocytose. Tout ce qui provient de l'extérieur, par des formations d'un membrane plasmique, ça va apparaître sous forme de petites vésicules vers l'intérieur de la cellule, qu'on appelle les endosomes. Il y en a plusieurs types d'endosomes. Il y en a plusieurs types d'endosomes. Donc, c'est juste pour avoir une idée, c'est pas très important, pour avoir une idée des volumes occupés par des compartiments similaires, ou bien par des organes. Quelques rappels de dimension. Donc, vous connaissez les unités, n'est-ce pas? Oui. Donc là, vous avez le centimètre que vous connaissez, d'accord? Vous avez le dalton, le poids moléculaire. Regardez la relation. D'accord? C'est par rapport à la masse de l'atome d'hydrogène, 1,66 moins 24 grammes. Vous avez, pour les acides nucléiques, les bases, les kilobases, le nombre de paires de bases. D'accord? Donc ça, c'est quelques rappels qui peuvent vous intéresser quand on va parler des molécules et quand on va parler des constitutions cellulaires.
On aura le temps de faire tout ça. Rappelez-vous, nous avons dit pour chaque niveau d'organisation, quand on parle des molécules vers l'être vivant, il y a plusieurs niveaux d'organisation. On trouve des méthodes adaptées à l'étude de chaque niveau. Là, nous allons parler des cellules. Et tout le monde sait que la taille des cellules, de manière générale, est une taille qui est trop petite pour qu'on puisse les examiner par l'œil nu. Ce n'est pas possible de les examiner par l'œil nu. Ça reste inférieur, leur taille, à ce qu'on appelle le pouvoir séparateur. Donc, la notion de la limite de résolution ou bien la notion du pouvoir séparateur. Donc ça, il faudrait le savoir. Rappelez-vous, on vous a dit, le PS, pas le Parti Socialiste, mais le pouvoir séparateur, ou bien le pouvoir de résolution, c'est le plus petit objet que l'on peut distinguer à l'œil nu d'une manière claire. Le plus petit objet que l'on peut distinguer à l'œil nu. Le plus petit objet, sa dimension représente le PS. De l'œil humain, elle est de l'ordre de 200 micromètres. De l'ordre de 200 micromètres. Et donc, les cellules, d'une manière générale, à part quelques exceptions, sont trop petites pour qu'on puisse les examiner à l'œil nu. Donc, il faut faire appel à un appareil grossissant qui va nous donner une image agrandie de l'objet pour qu'on puisse donc l'observer par l'œil par la suite. D'accord? Donc, c'est cette notion du pouvoir séparateur. Nous avons dit pour l'œil humain, il est de l'ordre de 0,2 mm ou bien 200 micromètres. On est obligé de passer par la microscopie. Et pour la microscopie, il y avait d'abord la naissance de la microscopie optique, dans un premier temps. Quelques variantes de la microscopie optique classique. Il y a la microscopie à fond noir, il y a la microscopie à contraste de phase, il y a la microscopie polarisante, il y a la microscopie à fluorescence. Et ce n'était pas suffisant, on est passé plus loin pour voir des objets encore plus petits. On est passé par la suite à la microscopie électronique. D'accord? Donc, bien sûr, on va commencer par le microscope photonique. Donc, ça, c'est toujours la notion de PS. Microscope photonique, vous le connaissez, n'est-ce pas? Ça, c'est le microscope photonique classique. On l'appelle à fond clair, microscope photonique à fond clair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un éclairage vers le fond, un éclairage vertical. Et quand vous regardez à travers les oculaires, si vous allumez la lampe, ça va apparaître clair, à fond clair. Éclairage vertical. Vous avez bien sûr la source de lumière, vous avez le condenseur qui va focaliser la lumière sur l'objet. Vous avez un premier système de lentilles convergentes contenu dans les objectifs qui vous donne une première image de l'objet. Par définition, une lentille convergente, elle donne une image agrandie de l'objet, mais inversée par rapport à l'objet. Une image agrandie, mais inversée. Agrandie d'un facteur qui est défini par les objectifs. Chacun a une puissance. Rappelez-vous, 4 fois, 10 fois, 40 fois et 100 fois. Donc ça peut vous donner une image agrandie d'un facteur de 100 fois par rapport à la taille de votre objet. Mais l'image, elle est inversée. L'image, elle est inversée. Et puis on vous dit, on place un deuxième système de lentilles convergentes au niveau des oculaires. Ça veut dire que cette première image va être reprise par une autre lentille convergente pour vous donner une image définitive qui sera percée par l'œil humain. Et puisqu'elle était inversée dans un premier temps, elle sera droite après le passage par le deuxième système de lentilles convergentes. D'accord? Donc, elle sera agrandie d'un deuxième facteur, et ce deuxième facteur, elle est d'un facteur de 10 fois. Donc, on aura en fait un maximum de 100, un objectif de 100, et un oculaire de 10, ça vous donne 1000, mais attention, quand on utilise l'objectif à 100, il faut utiliser l'huile à immersion. On n'a plus l'air, il faut déposer une goutte d'huile, et l'huile, elle est dense. Son indice de réfraction est de 1,6. Ça veut dire que vous allez multiplier le grossissement également par un facteur de 1,6. Donc ça va vous donner 1600 à peu près. Un grossissement de 1600 par rapport à
l'objet. D'accord? Donc le principe il est très simple. Le principe c'est un principe optique. Vous avez un objet, vous avez une source lumineuse et vous placez deux systèmes de lentilles convergentes l'une après l'autre. La première lentille va vous donner une image agrandie de l'objet mais inversée et cette image va être reprise par deuxième lentille contenue dans l'oculaire qui va vous donner une image encore plus agrandie mais droite par rapport à l'objet et inversée par rapport à la première image. D'accord? Donc microscope photonique, c'est tout simplement le microscope à fond clair. C'est le microscope à fond clair. Pourquoi clair? Parce que la lumière, elle est verticale. D'accord? La lumière, elle est verticale. Donc là, vous avez un petit peu le détail du principe, la source lumineuse, etc. À quoi il sert le microscope photonique à fond clair ou bien le microscope photonique tout court? Sachez déjà que la plupart des cellules, ce sont des cellules dont la taille dépasse 10 micromètres. Diamètre supérieur à 10 micromètres. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, sachez que la lumière, les photons, ne peuvent pas traverser des échantillons dont le diamètre dépasse 10 micromètres. Et dans le cas du microscope à fond clair, l'observation est une observation par transmission. Ça veut dire que les photons doivent traverser l'objet. S'ils ne traversent pas l'objet, il n'y aura pas d'observation. Donc, les cellules, la plupart des cellules, sont trop épaisses pour qu'elles soient directement observables par le microscope photonique à fond clair. On est obligé de réaliser des coupes. Donc la microscopie photonique classique, ou bien à fond clair, elle est adaptée généralement dans la plupart des cas. On utilise, il y a quelques cas où on peut observer des cellules entières, par exemple les bactéries, d'accord? Par exemple les cellules, vous l'avez vu peut-être au collège, ça n'a pas été fait à la fac, les cellules de l'épiderme interne d'oignon, des cellules dont l'épaisseur est inférieure à 10 micromètres, donc on peut les observer par microscope photonique. Mais la plupart des cellules, on ne peut pas les observer, donc il faut les couper, les débiter en tranches très fines pour pouvoir les observer par microscopie à fond clair. D'accord? Donc, il est adapté pour l'observation des coupes. D'accord? Or, la cellule est riche en eau, rappelez-vous. 80, ça peut aller jusqu'à 80%. Ça dépend des cellules. Il y a beaucoup d'eau, donc elles sont trop molles. Si elles sont trop molles, on ne peut pas les débiter en tranches très fines. Il faudrait trouver un moyen qui permettra de durcir les cellules. D'accord? De durcir les cellules afin de réaliser des coupes. C'est ce qu'on appelle l'inclusion des cellules. On réalise l'inclusion, c'est-à-dire un remplacement des cellules par une substance qui durcit dans certaines conditions. Dans le cas du microscope photonique, on utilise de la paraffine. La paraffine fondue va substituer l'eau et après on va durcir, ça va durcir en refroidissant. Et une fois qu'elle va durcir, par la microtomie, on va réaliser des coupes. Et une fois qu'on réalise des coupes, on va se débarrasser de la paraffine, on va colorer et on va passer à l'observation. D'accord? Donc, dans le cas de la microscopie photonique, il faut préparer l'échantillon. Il faut faire appel à l'histologie, à la réalisation des coupes. Ça passe par l'inclusion, ça passe par la microtomie, ça passe par la coloration et après on passe à l'observation. D'accord? Donc tout ça, c'est un rappel que vous avez déjà vu. On enlève l'eau, on va imprégner les cellules avec de la paraffine, on va réaliser des coupes qui peuvent aller au maximum jusqu'à 10 micromètres et puis on fait une coloration. D'accord? On fait une coloration. Ce qui me pousse à vous poser une question, parce que vous avez déjà fait de la biologie. C'est la fin du processus, c'est la fin de la licence. C'est quoi un colorant pour vous? Qu'est-ce que ça représente un colorant pour vous? Comment vous voyez un colorant? Chimique ou synthétique ou bien naturel? Comment vous le voyez? Pardon?
كنضحك معك. كان عندي واحد الكورد ملي كنت باقي كنقرر في لافاك ميديسين، كان عندي واحد الكورد بيوشيمي، واحد اللي تيديون ديما كيجي ناعس، ديما ناعس ديما ناعس، que ça soit في الكور que ça soit في TD. Mais TD on le voit parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. ايوا عييت من الصبر، مشيت فيقت واحد النهار، عرفتي مسمي فيقت تخلع بدا كيشوف من فوق كيشوف الجنود. قلت له ما تخافش ولدي رحنا في البيوجيمي. C'est pas de votre faute. Parce qu'un biologiste, il doit bien connaître la chimie. Et moi, j'ai toujours, en tant que responsable département, j'avais toujours demandé aux enseignants de chimie de vous enseigner que l'essentiel de chimie. Donc, ils enseignent beaucoup de choses et ils oublient l'essentiel. Par exemple, la chimie organique, la stéréochimie, la configuration R, la configuration S, perspective, la forme éclipsée, Newman, perspective cavalière, Fischer, comment passer de R à S. D'accord? Tout ça, c'est du baratin. Il y a des petites choses qu'il faudrait savoir. Quand ils attaquent les fonctions qui nous intéressent, nous, c'est la double liaison, c'est la fonction acide, la fonction amine, la fonction alcool. Voilà les fonctions que l'on trouve en biologie. Bon, on s'en fout par exemple des organes humanésiens, on s'en fout des dérivés chlorés, on s'en fout des autres fonctions. De telle manière que l'étudiant est perdu. La même chose pour la physique et la chimie. La même chose. Donc il fallait voir plutôt ce qui est applicable à la biologie et qui peut servir pour la biologie. D'accord? Comme ça, le biologiste, il va réfléchir un petit peu. Il ne faut pas qu'ils apprennent les choses, il faudrait qu'ils réfléchissent comment ça interagit un colorant avec un constituant chimique. Ce n'est pas par hasard, par exemple, qu'un tel colorant va colorer que l'ADN. Il faut se poser la question. Il n'y a pas l'affinité. Moi, je parle du point de vue réactivité. Il faut aller plus loin. Parce que affinité, ça reste un terme trop général. La machine polaire. Il faut pousser un petit peu plus loin. Les acides nucléiques, par exemple. Les acides nucléiques. Un nucléotide, il est formé par quoi? Il est formé par une base azotée, rien de spécial, par un sucre, ribose, désoxyribose, et par du phosphate. Le phosphate, c'est un acide. À pH neutre, il est chargé négativement. Donc, s'il est coloré, il va être coloré par un colorant, par une partie d'un colorant qui porte une charge positive. D'accord? Si vous prenez les histones, les protéines basiques qui sont associées à la chromatine, ils sont chargés positivement. C'est pour cela qu'ils adhèrent aux acides nucléiques, à la chromatine. Eux-mêmes, ils vont réagir avec une partie d'un colorant qui porte une charge négative. Donc il faut voir la chose comme ça. D'accord? C'est une réaction chimique qui va s'établir. Une réaction chimique, généralement, par des liaisons faibles, par des interactions faibles. Soit liaison ionique, plus avec moins, soit liaison H, etc. Donc, il faut voir ça du point de vue réactionnel. Même quand vous regardez, par exemple, la structure d'une molécule biologique, c'est une réaction chimique. La liaison peptidique, c'est une amidification. C'est une liaison entre la fonction carboxylique et la fonction amine. D'accord? Les glycérides, ce sont des esters, c'est une estérification classique. Donc, il faut voir la réaction chimique comme ça. Quand on regarde une molécule assez complexe, formée par des monomères, chaque monomère agit avec l'autre monomère par réaction chimique. D'accord? Donc il faut voir ça du point de vue réactionnel. Alors, un colorant, c'est tout simplement un sel neutre, formé par une partie basique et une partie acide. D'accord? Une partie basique et une partie acide. Ça, c'est le schéma général. Soit c'est la partie acide
qui va se fixer sur le constituant qui nous intéresse, le colorant est dit colorant acide. Soit c'est sa partie basique qui va se fixer sur le constituant, le colorant est dit colorant basique. Lorsque c'est la partie acide qui se fixe, le constituant est appelé acidophile. Acidophile parce qu'il fixe la partie acide du colorant. Et lorsque c'est la partie basique qui se fixe le constituant est appelé basophile. Basophile, c'est-à-dire qu'il réagit avec la partie basique. D'accord? Donc on va essayer de noter ça parce que ça reste un schéma général, mais on peut l'appliquer. Donc pour que vous restez en phase avec les diapositives, vous mettez microscopie photonique. D'accord? Comme ça, vous allez voir, comprendre que cette partie-là est en relation avec la microscopie photonique. Vous notez s'il vous plaît, les colorants. Qu'elles soient naturelles ou synthétiques, ou bien tout simplement les colorants naturels ou synthétiques, sont des sels neutres. Sont des sels neutres. Les colorants sont des sels neutres, formés par une partie acide et une partie basique. Formés par une partie acide et une partie basique. Si la partie acide réagit avec un constituant cellulaire, si la partie acide réagit avec un constituant cellulaire, on parle de quoi? D'un colorant acide. On parle d'un colorant acide. Et comment on appelle le constituant? Acidophile. Comment on le qualifie? Acidophile. Vous mettez entre parenthèses le constituant est acidophile parce qu'il fixe la partie acide. Le constituant est acidophile. Acidophile. D'accord? A-C-I-D-O-P-H. D'accord? H. Et puis le reste, vous savez, si c'est la partie basique, on va pas tout écrire. Okay? Donc, bien sûr, l'objectif de la coloration, c'est d'augmenter le contraste, de rendre visible la partie qui nous intéresse. Donc, si on est intéressé par noyau, on va colorer le noyau. Si on est intéressé par un autre organisme, on va colorer un autre organisme. Donc, c'est pour faire apparaître du contraste, pour rendre visible la partie qui nous intéresse. Là, ça vous rappelle les différentes étapes qui permettent la préparation d'échantillons pour l'observation. La même chose. Là, on vous donne quelques objectifs d'utilisation de la microscopie photonique. Pourquoi on utilise la microscopie photonique? C'est pour observer des cellules fixées, des cellules mortes,
On réalise des groupes et on reconstitue la cellule. Donc, quel objectif? Voir la forme de la cellule, par exemple. Donc, structurale. Voir la taille de la cellule. Voir, par exemple, la position des organes cellulaires. Où est-ce qu'il est positionné le noyau vers la partie basale, vers la partie apicale, vers la partie latérale, n'est-ce pas? Donc, un objectif structural. D'accord? Le microscope photonique est d'abord utilisé pour observer les cellules fixées, des cellules qui ont subi la microtomie. Et quel est notre objectif? Le plus souvent, c'est un objectif structural. Quand on va reconstituer la cellule, c'est pas évident parce qu'on a des coupes. On va regarder un petit peu la forme de la cellule, on va regarder la taille de la cellule, on va regarder la position des organes cellulaires. Rôle, objectif structural. Là, c'est quelques observations c'est des cellules bactériennes. D'accord? Et pour les cellules bactériennes, bien sûr, l'observation est directe. On peut même utiliser des colorants vitaux, parce qu'il y a des colorants qui ne tuent pas la cellule. On appelle des colorants vitaux. Et pour la microscopie photonique, vous avez fait de la microbiologie, ça nous permet de voir la forme de la cellule. Rappelez-vous, est-ce que c'est une cellule allongée, bacille, ou bien est-ce que c'est une cellule arrondie, les coques, cocci. Ça permet de voir le mode de regroupement des cellules. Est-ce que les cellules sont dispersées? Est-ce que les cellules sont regroupées par deux diplomes, par chaînette, par amas? Donc les modes de regroupement. Et ça peut même permettre de voir est-ce que la cellule est mobile? Est-ce qu'elle est donc capable de se mouvoir, de se déplacer par le flagelle? Ou bien est-ce que la cellule est immobile? Donc il y a un certain nombre de caractères morphologiques, structurels, que l'on peut déduire en utilisant la microscopie photonique à la fois pour les cellules eucaryotiques et pour les cellules prokaryotiques. Donc il nous permet de voir un petit peu quelques structures, quelques morphologies des cellules. D'accord? C'est ça l'objectif de l'emploi du microscope photonique. Microscope, normalement, c'est quelque chose de avant de passer microscopie à contraste de face, microscopie à fond noir. Tout à l'heure, c'était microscopie à fond clair. Quelle est la différence entre les deux? L'éclairage. Ça veut dire quoi, mademoiselle? Donc, dans le cas du microscope à fond noir, l'éclairage est latéral, loin de la source. J'ai oublié de ramener le pointeur. La source, elle est latérale, elle n'est pas vers le bas, la base. Ça veut dire que si vous mettez rien, vous allumez, vous mettez rien, ça va apparaître sombre à l'observation. Vous ne voyez rien. L'obscurité. D'accord? Pourquoi? Parce que la lumière, elle est latérale, elle n'est pas verticale. Par contre, si vous placez un échantillon biologique dont certains constituants sont anisotropes, ça veut dire qu'ils sont capables de dévier la lumière, eh bien, ces constituants-là vont apparaître brillantes à l'observation. Elles vont apparaître brillantes, claires, sur un fond qui est sombre, sur un fond qui est noir. Donc, ça permet de voir les parties de la cellule qui sont capables de réfléchir la lumière, qui sont anisotropes, et ces parties-là, puisqu'ils sont différents des autres, elles vont apparaître à l'observation, et donc on va pouvoir les caractériser par la microscopie à fond noir. Donc c'est une variante de la microscopie à fond clair. La différence, comme ça a été dit, c'est l'éclairage. Dans un cas, il est vertical, et dans l'autre cas, il est latéral. Microscope, une autre variante, microscope polarisant. Ça veut dire quoi, polarisant? Une lumière polarisée, ça veut dire quoi?
جيتيها مزيان وعورتيها في الاخر. L'idée qu'elle a. La lumière, les particules provenant de lumière, d'une source lumineuse, ce sont des particules qui se propagent dans toutes les directions. Par contre, si vous placez un polariseur, vous allez polariser une partie des rayonnements qui vont se propager dans une seule direction. D'accord? Dans une seule direction. Donc, il faudrait placer un filtre. Un filtre juste avant, juste après la source, pour polariser la lumière, et puis un filtre à l'intérieur de l'oculaire pour polariser la lumière émise par la partie qui vous intéresse. Vous avez fait un petit peu de géologie, je ne sais pas si vous avez fait des travaux pratiques. Eh bien, l'étude de la cristallographie se fait justement par le microscope polarisant. Donc, c'est un microscope qui est utilisé par les géologues. Nous, les biologistes, on utilise très peu ce type de microscope. On l'utilise que pour certaines structures cellulaires qui sont formées par des molécules qui sont orientées, comme les cristaux. Et les cristaux sont bien orientés. Et nous aussi, nous avons quelques structures qui sont formées par des molécules orientées dans une seule direction. Si vous prenez par exemple la cellulose, elle est formée par des unités de glucose sous forme de fibres. Certaines parties sont sous forme cristalline. D'accord, sont sous forme cristalline. Donc, puisque les molécules sont orientées sous forme d'une fibre, d'une manière longitudinale, on peut les observer par microscope polarisé. Lors de la division cellulaire, chez les cellules animales en particulier, vous avez un fuseau mitotique qui se forme, le fuseau achromatique. Il est formé par le cytosquelette, par des filaments, nous allons voir ça, par des polymères, par des molécules polymérisées, par des protéines polymérisées, qui sont orientées dans une seule direction. Là, sous forme pratiquement, comme j'ai dit, comme un cristal, là aussi, on va pouvoir les étudier par microscope polarisant. Donc, l'emploi d'un microscope polarisant en biologie, elle est relativement faible. Et nous avons dit, il reste applicable uniquement à des parties cristallines de la cellule ou bien à des parties formées par des molécules orientées au niveau de la cellule. Donc c'est très limité l'emploi du microscope polarisant. Mais on l'utilise quand même. On l'utilise quand même. Microscope à contraste de phase. Les particules se propagent électromagnétiques. S'il n'y a pas d'obstacle, elles vont être en phase. Ça veut dire qu'il y a un point de départ, un point d'arrivée, ils arrivent au même temps. Elles sont en phase. Par contre, si vous placez un échantillon biologique, elles doivent traverser l'échantillon biologique. Et l'échantillon biologique, il n'est pas homogène partout. Donc il y a des parties qui sont un petit peu denses, il y a des parties qui sont moins denses. Là où c'est dense, ça va retarder ces particules électromagnétiques. Et donc, il y aura une interférence ou bien il va y avoir un déphasage entre les parties denses de la lumière et les parties non denses. Et ceci va se traduire par un dispositif optique, par l'apparition d'un contraste. Les parties qui sont denses vont apparaître plus sombres et les parties qui sont moins denses vont apparaître claires. C'est un moyen qui permet d'observer des cellules avec un contraste sans utiliser de colorant. Donc, on essaie d'améliorer on apporte du contraste sans emploi d'un colorant. Et donc, c'est un dispositif qui permet d'étudier les cellules à l'état vivant. D'accord? Donc, quand on cherche à étudier les cellules vivantes, on n'a pas le choix. D'accord? Soit on va utiliser un colorant vital qui ne va pas tuer la cellule, soit il faut faire une étude par la microscopie à contraste de phase parce que c'est un microscope avec un système optique amélioré qui permet d'amplifier la différence de contraste, qui permet d'amplifier la différence de phase entre les particules émises par la source et qui permet de faire apparaître le contraste au niveau d'un échantillon biologique, même à l'état vivant. Donc, adapté à l'étude, je l'ai noté, observation des cellules vivantes. D'accord? Observation des cellules vivantes. Voilà ce qu'il faudrait retenir du microscope à contraste de phase.
Une autre variante, microscope à fluorescence. C'est quoi la fluorescence? Pour vous, ça veut dire quoi la fluorescence? Par quel mécanisme on obtient la fluorescence? La physique. D'accord. C'est pas ça. فكرتيني في l'enfance ديالي. Là, ça va vous prendre un petit peu plus de temps, mais je vais vous donner quelques explications avant de vous quitter. Toutes les molécules absorbent d'abord de la lumière. Je vous rappelle les domaines spectraux. Vous avez de 180 nanomètres à 360 nanomètres, c'est le domaine UV. De 360 nanomètres à 750 nanomètres, c'est le visible. Et puis, au-delà de 750, c'est l'infrarouge. D'accord? Donc là, le domaine spectral, ou bien les domaines spectraux qui nous intéressent, c'est l'UV et le visible. Toutes les molécules biologiques absorbent soit dans l'UV, soit dans le visible. Ça, c'est la première chose. Plus une molécule est simple, simple du point de vue structure chimique, ça veut dire linéaire, ça veut dire petite, ça veut dire formée que par des liaisons sigma, il n'y a pas de double liaison. Ça veut dire qu'il n'y a pas de cycle, il n'y a pas d'aromatisation. Plus elle va absorber vers des faibles valeurs de longueur d'onde. Plus elle va absorber, par exemple, vers 220 nanomètres, 230 nanomètres, 240 maximum nanomètres. Si vous avez aromatisation, des cycles avec des doubles-liaisons conjuguées, ça amplifie l'absorption de la lumière. Et ça décale l'absorbance vers le visible. Par exemple, rappelez-vous, les acides aminés. On vous a dit que les acides aminés aromatiques absorbent à 260 à 280 nanomètres. Tryptophane, tyrosine, phénylalanine. Par contre, les autres acides aminés absorbent vers 230 nanomètres. Donc, on n'a pas parlé des autres, parce que pour les autres, c'est faible. Plus c'est grand, plus c'est intéressant. Plus c'est cyclique, plus c'est aromatique, plus c'est intéressant. Donc, les molécules absorbent de la lumière. Mademoiselle, les molécules absorbent de la lumière. Bien sûr, la lumière qui est absorbée doit être restituée. Elle doit être libérée. Elle ne va pas garder cette lumière. Parce que l'absorption de la lumière se traduit par des effets électroniques. Il y a des transitions électroniques qui se font. La molécule va être excitée. Il faut qu'elle revienne à l'état fondamental. Et donc, elle va revenir à l'état fondamental, par exemple, en émettant une partie de la lumière restituée sous forme de fluorescence. D'accord? En restituant une partie sous forme de fluorescence. Ça veut dire que l'énergie de la lumière absorbée est plus forte que l'énergie de la lumière émise. Est plus forte que l'énergie de la lumière émise. D'accord? Donc, pardon? La fila large, elle sera très grande, plus grande, pas large, grande. Parce que si l'énergie est faible, ça veut dire que lambda est grande. Lambda, une particule a une énergie forte, ça veut dire qu'elle est petite. Ça veut dire que lambda est petite. D'accord? Son énergie est petite. Si l'énergie est faible, ça veut dire que lambda est grande. L'énergie est inversement proportionnelle à la dimension, à lambda. Inversement proportionnelle à lambda. Donc avec quoi? Avec ça, je vais vous dire Raj'al al-Baraka. Et puis on se voit, c'est la première séance. On se voit, Inch'Allah, la semaine prochaine. كيفاش؟ لا بلاتي
Le cours, il a été programmé le lundi à 8h30. Avec lundi, ma bqash. Donc, il a été déplacé le mercredi. Donc, une seule séance. Une seule séance. رمزي